La liste est de 50 noms cette année, m'a dit mon père. Sois professionnel. J'ai souri et j'ai dit oui. Le lendemain matin, les 50 invités sont arrivés. Ma cuisine était vide. Et moi, j'étais déjà sur l'autoroute, au volant de ma Bugatti. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Élodie. Avant de commencer, je dois vous prévenir, l'histoire que je vais vous raconter est intense. Elle parle de ma famille, du réveillon de Noël, et d'une décision qui a tout changé. Mon père m'a regardé et m'a dit, la liste est de 50 noms cette année. Ne nous déçois pas, j'ai fait oui de la tête, comme d'habitude. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain matin, à 4 heures, au lieu d'allumer le four, j'allais dessiner un cœur sur la buée de ma Porsche et quitter la ville pour toujours. Cette histoire est une partie de moi, et je suis heureuse de la partager avec vous aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser qu'on peut se connecter comme ça, de partout dans le monde. Allez, maintenant que vous êtes bien installés, laissez-moi vous ramener 18 ans en arrière. J'ai 34 ans aujourd'hui, mais tout a commencé quand j'en avais 16. Nous vivions dans un petit village tranquille près de Lyon, où les hivers sont froids et les traditions familiales aussi solides que les vieilles pierres des maisons. Ma famille n'était pas différente. Mon frère aîné, Luc, était le soleil de la maison. Brillant, sportif, charismatique. Il était tout ce que mes parents, Gérard et Fabienne, avaient toujours espéré. Et puis il y avait moi. La petite Élodie. Discrète, studieuse, un peu gauche. J'étais l'ombre de mon frère, toujours en quête d'un rayon de lumière, d'un regard approbateur qui ne venait jamais. Ma valeur, je le sentais, se mesurait à ma capacité à être utile, à ne pas déranger. Et cette quête désespérée de reconnaissance était née d'une blessure d'enfance, une de ces petites humiliations qui façonnent une vie. J'avais 8 ans. Ma grand-mère, que j'adorais, m'avait appris à faire son fameux gâteau au yaourt. Pour son anniversaire, j'avais voulu lui faire la surprise. J'avais mis tout mon cœur dans ce gâteau. Mais dans ma précipitation, j'avais confondu le sucre et le sel. Le résultat fut une catastrophe. Je me souviens encore de l'odeur de brûlé, du visage déçu de ma grand-mère, et surtout, des mots de mon père. Il n'avait pas crié. C'était pire. Il m'avait regardé avec une froide déception et avait dit, « Décidément, tu n'es bonne à rien. » Ces mots s'étaient gravés en moi. Ils étaient devenus ma vérité. Puis, le miracle est arrivé. 2 jours avant le réveillon de Noël de mes 16 ans, ma mère a glissé sur une plaque de verglas et s'est cassé le poignet. Le drame. 23 membres de la famille devaient arriver pour le repas le plus important de l'année. Depuis son canapé, le bras dans le plâtre, ma mère a décrété, « Élodie peut s'en charger. » Elle m'aide en cuisine depuis des années. Aider, pour elle, cela signifiait éplucher des pommes de terre et mettre la table. Pas préparer un festin pour 23 personnes sans aucune aide. Mais je n'ai pas discuté. C'était ma chance. Ma chance de prouver que je n'étais pas bonne à rien. J'ai travaillé comme une forcenée. Je suis restée debout jusqu'à 3 heures du matin, pleurant de fatigue et de stress devant des toasts de foie gras un peu trop grillés. J'ai suivi les recettes à la lettre, mon cœur battant la chamade à chaque étape. Le jour J, j'ai servi un repas. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus que mangeable. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la fierté dans les yeux de mon père. Il a goûté le chapon farci, a hoché la tête lentement, et a déclaré devant toute la famille, « Finalement, tu as fait quelque chose de bien. » Ma mère, rayonnante, ajouta, « L'année prochaine, on laissera Élodie tout gérer. Elle a clairement un don pour ça. » Ces mots étaient comme un baume sur ma blessure d'enfance. J'étais épuisée, je n'avais pas profité d'un seul instant de la fête, mais je flottais. J'avais enfin trouvé ma place, mon utilité. J'étais devenue indispensable. Je me sentais aimée. À ce moment-là, je pensais que c'était une victoire, un nouveau départ. Mais comment aurais-je pu deviner que ce sentiment de triomphe n'était en réalité que le premier barreau de la prison dorée que je venais de me construire? Les années qui ont suivi ce fameux réveillon ont cimenté mon nouveau rôle. Ce qui avait commencé comme une aide d'urgence est devenu une attente, une tradition immuable.
Le « réveillon d'Élodie » était né. Chaque année, la liste des invités s'allongeait. Les cousins se mariaient, avaient des enfants. De 23, nous sommes passés à 30, puis 40, et même plus. Et chaque année, la pression montait d'un cran. Ma vie tournait autour de cet événement. Dès le mois de novembre, les appels commençaient. Élodie, cette année, tu nous refais ton gratin dauphinois comme en 2017 ? Il était divin. N'oublie pas que la petite dernière de Sophie est allergique aux noix. Ton oncle Robert ne mange plus de porc, pense à une alternative pour l'entrée. J'étais devenue la chef cuisinière non rémunérée, la directrice logistique et la seule responsable du bonheur culinaire de toute la famille. Et je jouais mon rôle à la perfection, car il me donnait l'illusion d'être importante. La charge de travail était colossale. Des semaines de planification, des jours de courses dans plusieurs supermarchés, le coffre de ma vieille Clio rempli à ras-bord. La préparation commençait 3 jours avant le 24 décembre. Je passais des heures debout dans la cuisine de mes parents, une cuisine qui n'avait pas changé depuis mon enfance, à hacher, mélanger, mijoter. Le jour du réveillon, c'était un marathon de 15 heures. Tandis que les autres riaient dans le salon, un verre de champagne à la main, déballaient les cadeaux au pied du sapin, j'étais seule, prisonnière de la chaleur des fours et du tic-tac incessant des minuteurs. Je mangeais mon repas debout, froid, au-dessus de l'évier, bien après que tout le monde ait fini, avant de commencer la montagne de vaisselle. Pourtant, en parallèle de cette vie de sacrifice domestique, une autre Élodie existait. Une Élodie que ma famille ne connaissait pas, et ne cherchait pas à connaître. Après mes études, j'avais refusé le chemin tout tracé qu'ils imaginaient pour moi. Ils me voyaient secrétaire, ou fonctionnaire, un petit travail stable et sans histoire. Mais j'avais une ambition secrète, une fin de réussir qui venait de ce besoin viscéral de prouver ma valeur, mais cette fois, selon mes propres termes. J'avais appris à coder, la nuit, après mes journées de petits boulots. Et j'avais eu une idée. Une idée née de ma propre passion pour la bonne cuisine, celle que je n'avais jamais le temps de savourer. J'ai créé une application mobile. Une plateforme qui mettait en relation directe les petits producteurs bio locaux avec les consommateurs urbains. Le projet a démarré doucement, puis il a explosé. En quelques années, mon application, Terroir Direct, était devenue une référence. J'avais des bureaux, une petite équipe, des investisseurs. Je gagnais très bien ma vie. Je vivais dans un magnifique appartement minimaliste et moderne sur la presqu'île de Lyon, un univers à des années-lumière de la maison de campagne de mes parents. Ma famille n'y avait jamais mis les pieds. Quand je leur parlais de mon travail, leurs yeux devenaient vitreux. Ils entendaient « ordinateur »,« Internet » et changeaient de sujet. Pour eux, ce n'était pas un vrai travail. C'était un passe-temps bizarre. Mon père disait parfois en plaisantant « Heureusement que tu sais cuisiner, parce qu'avec tes trucs d'ordinateur, on se demande comment tu paies tes factures. » Je ne les ai jamais corrigés. Pourquoi ? Une partie de moi avait peur. Peur qu'ils me demandent de l'argent, qu'ils me jugent, qu'ils ne me comprennent pas. Mais la raison la plus profonde, c'était que ce succès, cette vie, c'était à moi. C'était le seul domaine où leurs attentes et leurs jugements ne pouvaient pas m'atteindre. C'était mon jardin secret, mon armure. Alors, chaque année, je quittais mon appartement impeccable, j'enfilais ma tenue de « gentille Élodie », je montais dans ma vieille Clio que je gardais exprès pour les visites familiales, et je retournais jouer mon rôle de cuisinière dévouée. Je maintenais cette double vie, cet équilibre précaire entre la femme d'affaires à succès et la fille de famille sacrifiée. Je pensais pouvoir continuer comme ça indéfiniment, jonglant entre mes deux identités. Mais cet équilibre fragile était sur le point d'être brisé, non pas par ma propre volonté, mais par l'arrivée d'une nouvelle personne dans le cercle familial. Une personne qui allait transformer la pression en un véritable cauchemar. Luc, mon frère, a toujours eu du succès avec les femmes. Il a fini par se marier avec Amandine. Au premier abord, elle était charmante. Toujours parfaitement habillée, un sourire éclatant, des compliments pour tout le monde. Elle semblait être la belle-sœur idéale. Mais j'ai très vite senti quelque chose de différent dans son regard quand elle me parlait. Une sorte d'évaluation froide, calculatrice. Amandine était le genre de personne qui vous complimente sur votre robe en laissant entendre qu'elle n'est pas de la dernière collection. J'ai découvert plus tard,
par une cousine, qu'Amandine avait elle-même tenté de lancer une boutique de mode en ligne, mais que son projet avait échoué après quelques mois. Elle nourrissait une ambition féroce, mais n'avait pas la persévérance pour la concrétiser. Et je pense que, sans même connaître l'étendue de ma propre réussite, elle voyait en moi une sorte de rivale. Elle ne pouvait pas supporter que je sois au centre de l'attention, même pour une chose aussi domestique que le repas de Noël. Mon talent en cuisine était la seule chose que la famille valorisait chez moi, et c'est précisément cela qu'elle a décidé d'attaquer. Ses premières piques étaient subtiles. Elle passait dans la cuisine pendant que je luttais avec 3 plats en même temps et lançait d'un air détaché « Oh, Élodie, tu es si traditionnelle. C'est mignon de voir que tu aimes encore passer tes journées en cuisine. Moi, je n'aurais jamais la patience. » C'était dit avec un sourire, mais le sous-entendu était clair, j'étais démodée, une femme d'un autre temps. Ma mère et mes tantes gloussaient, trouvant Amandine moderne et pleine d'esprit. Personne ne voyait le venin. Puis, ses attaques sont devenues plus directes. Il y a 3 ans, elle a annoncé qu'elle adoptait un régime sans gluten, sans lactose et végétalien. Non pas par conviction ou pour des raisons de santé, mais, j'en suis sûre, pour me compliquer la tâche. Elle m'a envoyé une liste d'exigences une semaine avant le réveillon. Quand j'ai essayé d'expliquer à ma mère que cela signifiait refaire la moitié du menu en double, ma mère a soupiré. « Oh, fais un effort, Élodie. C'est pour sa santé. Ne sois pas égoïste. » Le jour J, Amandine a à peine touché aux plats spéciaux que j'avais passé des heures à préparer, déclarant d'une voix forte pour que tout le monde entende « C'est gentil d'avoir essayé, mais on sent que ce n'est pas ta spécialité. » L'humiliation la plus cuisante a eu lieu l'année suivante. J'étais épuisée. La liste des invités avait encore grandi. Amandine est entrée dans la cuisine, suivie de 2 de mes tantes. Elle a ouvert le réfrigérateur, a sorti la terrine de foie gras que j'avais mis des heures à préparer. Elle l'a observé d'un air critique, a reniflé, puis a dit, avec ce faux ton inquiet qu'elle maîtrisait si bien, « Élodie, ma chérie, tu es sûre de ton coup? Il n'a pas l'air très frais, ton foie gras. Tu ne voudrais pas rendre tout le monde malade pour Noël, n'est-ce pas ?» Le sang a quitté mon visage. Mes tantes ont commencé à chuchoter entre elles, jetant des regards méfiants à ma terrine. J'ai bafouillé que je l'avais faite la veille, avec des produits de qualité. Mais le mal était fait. La graine du doute avait été plantée. Personne n'a touché à mon foie gras ce soir-là. Je suis restée seule dans la cuisine après le service, regardant ce plat intact, symbole de mon travail et de ma dévotion, maintenant réduit à un objet de suspicion. Et j'ai pleuré en silence, des larmes de rage et d'impuissance. J'étais seule. Complètement seule. J'ai regardé autour de moi, dans cette cuisine qui avait été le théâtre de mes rares moments de gloire et de mes nombreuses heures de labeur. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme un sanctuaire, mais comme une cage. Une cage dont les barreaux étaient faits des attentes des autres et de mon propre besoin désespéré d'être aimée. Amandine n'était qu'un symptôme. Le vrai problème était plus profond. C'était tout ce système familial, ce rôle qu'on m'avait assigné et que j'avais bêtement accepté. Le pire, c'est que cet incident n'était qu'un avant-goût. La cruauté d'Amandine m'avait ouvert les yeux, mais le coup de grâce, celui qui allait tout faire basculer, n'était pas encore arrivé. Et il allait venir de la personne dont j'attendais le plus de soutien, mon propre père. Que auriez-vous fait à ma place? Comment réagir face à une telle injustice au sein de sa propre famille? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir vécu ce genre de situation. L'année dernière a été le point de non-retour. La goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein à ras-bord de ressentiment et de fatigue. Début décembre, mon père m'a appelé. Sa voix était enjouée, comme s'il m'annonçait une excellente nouvelle. « Élodie. J'ai la liste pour le réveillon. On bat des records cette année. 50 personnes. » Il y a eu un silence. J'attendais qu'il ajoute quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, on va t'aider » ou « On pourrait peut-être faire appel à un traiteur pour l'entrée ». Mais non. Le silence s'est prolongé, puis il a ajouté, sur un ton soudainement sérieux, presque paternel, « Fais en sorte que tout soit parfait, d'accord ? C'est important pour l'image de la famille. Sois professionnel. Ne nous déçois pas.
Sois professionnel. Le mot a résonné en moi. Professionnel. Comme une employée. Pas comme une fille, une sœur, une nièce. Une prestataire de service. J'ai raccroché le téléphone, le cœur lourd. 50 personnes. C'était de la folie. C'était la charge de travail d'une petite brigade de cuisine, pas d'une seule personne. Mais la vieille Élodie, celle qui avait peur de décevoir, a repris le dessus. J'ai sorti mes cahiers, j'ai commencé à calculer les quantités, à élaborer les menus, à planifier les cuissons. J'allais le faire. Une dernière fois. J'allais leur montrer à quel point j'étais professionnel. J'ai décidé de mettre les bouchées doubles. J'ai préparé une magnifique bûche de Noël au chocolat et à la praline, digne d'un grand pâtissier. C'était ma pièce maîtresse, mon chef-d'œuvre. La veille du réveillon, le 23 décembre au soir, je l'ai soigneusement emballé et les placé dans le grand réfrigérateur supplémentaire qui se trouvait dans le garage, à côté des boissons et des autres plats qui devaient rester au frais. La maison était déjà pleine de membres de la famille arrivés en avance. L'ambiance était festive. Amandine flottait d'un groupe à l'autre, distribuant des sourires et des compliments. Elle est passée à côté de moi dans la cuisine et m'a dit « Tu as l'air fatiguée, ma pauvre Élodie. Tu devrais peut-être aller te coucher. Laisse-moi gérer les boissons. Je vais aller chercher quelques bouteilles au garage. » Sur le moment, j'ai trouvé ça étrangement gentil de sa part. J'aurais dû me méfier. Le lendemain matin, le 24 décembre, je me suis levée à 5 heures. Le début de mon marathon. Je suis allée au garage pour récupérer la première fournée de canapés. Et c'est là que je l'ai vue. La porte du réfrigérateur était entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste légèrement. Assez pour que la lumière intérieure soit éteinte, mais assez pour que l'air froid s'échappe. Une vague de panique m'a envahi. J'ai ouvert la porte en grand. L'intérieur était à peine frais. Mes plats préparés, les terrines, les salades, tout était tiède. Et ma bûche, ma magnifique bûche suintait. La crème au beurre avait commencé à fondre, le glaçage miroir était devenu terne et collant. Elle était ruinée. Tout était ruiné. Je savais qui avait fait ça. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Amandine. C'était elle la dernière personne à être allée au garage. C'était un acte de sabotage délibéré, calculé. C'était sa façon de me détruire, de ruiner mon travail, de m'humilier devant tout le monde. Je suis restée figée, le souffle coupé. La rage a monté en moi, si forte que j'en ai eu la nausée. J'ai couru dans la maison, je l'ai trouvé dans le salon, en train de siroter un café avec mon frère. Je l'ai confronté. Ma voix tremblait. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as laissé la porte du frigo ouverte. Elle m'a regardé avec de grands yeux innocents. Mais de quoi tu parles, Élodie? Tu es sûre que ça va? Tu as l'air complètement paranoïaque. Elle s'est tournée vers mon frère. Luc, je crois que ta sœur est en train de faire un burn-out. La pression est trop forte pour elle. Luc m'a regardé avec pitié. Élodie, calme-toi. Tu es juste fatiguée. Ce n'est pas grave, ce n'est que de la nourriture. Ce n'est que de la nourriture. Cette phrase a été pire qu'une gifle. 18 ans de ma vie, de mon temps, de mon énergie, réduit à « ce n'est que de la nourriture ». Personne ne m'a cru. Tout le monde a pris le parti d'Amandine, la douce et innocente Amandine. J'étais la folle, l'hystérique, celle qui ne supportait pas la pression. J'ai dû jeter la plupart de mes préparations et improviser avec ce que j'avais. Le repas de Noël fut un désastre. J'étais en mode pilote automatique, le visage fermé, les yeux brûlants de larmes que je refusais de verser. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi, de manière irréversible. Ce n'était plus une question de fatigue ou de manque de reconnaissance. C'était une question de respect. De dignité. Et j'avais compris que je n'en trouverais jamais ici. Au fond de mon désespoir, une petite voix, que j'avais ignorée pendant des années, a commencé à parler. Et ce qu'elle disait était à la fois terrifiant et exaltant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Tandis que la maison était remplie des bruits de sommeil repu et des ronflements de mes oncles, je suis restée assise dans la cuisine froide et silencieuse.
La fête était finie, le champ de bataille avait été nettoyé. Il ne restait que moi et l'écho de l'humiliation. Je n'ai pas cherché de l'aide extérieure. Pas de thérapeute, pas d'amis au téléphone. Le changement, la prise de conscience, est venue de l'intérieur. Ce fut une déflagration silencieuse. Je me suis assise à la grande table en bois, enfant, je faisais mes devoirs. J'ai regardé mes mains. Elles n'étaient plus les mains d'une jeune femme de 34 ans. Elles étaient abîmées, marquées par des années de coupures et de brûlures. Des mains de travailleuses. Des mains qui avaient pétri, haché, servi, nettoyé. Des mains qui avaient tout donné. Et pourquoi? Pour une tape dans le dos? Pour un compliment jeté à la va-vite? Pour le droit d'exister aux yeux de ma propre famille? Les événements de la journée tournaient en boucle dans ma tête. Le visage suffisant d'Amandine. Le regard de pitié de mon frère. Et surtout, les mots de mon père, sois professionnel. Ne nous déçois pas, je les avais entendus comme un ordre. Mais cette nuit-là, je les ai compris différemment. Il ne me demandait pas d'être une bonne cuisinière. Il me demandait de rester à ma place. La place de la fille utile, celle dont la valeur se mesure à sa capacité à servir les autres. Mon succès dans le monde réel, ma vie à Lyon, mon indépendance financière, tout cela n'avait aucune valeur à leurs yeux. C'était abstrait, presque fictif. Ma seule réalité, pour eux, c'était cette cuisine. Et une question, simple et terrible, a surgi dans mon esprit. Une question que j'avais repoussée toute ma vie. Qui suis-je, si je ne cuisine pas pour eux? J'ai laissé la question infuser dans le silence. J'ai attendu une réponse, une justification. J'ai cherché en moi le souvenir de la joie, du plaisir que j'avais pu ressentir autrefois. Mais il n'y avait rien. Que de la cendre. Que le goût amer de l'obligation. La réponse est venue, claire et brutale. Si je ne cuisinais pas pour eux, je n'étais rien. Rien à leurs yeux. L'amour que je recevais n'était pas de l'amour. C'était de la gratitude conditionnelle. La condition, c'était mon sacrifice total. Et j'ai compris que ce n'était pas Amandine qui m'avait sabotée. C'était moi. Je m'étais sabotée moi-même pendant 18 ans. J'avais accepté ce rôle, je l'avais même revendiqué, parce que j'avais tellement peur de ne pas être aimée pour ce que j'étais vraiment. J'avais eu peur de leur montrer ma réussite, de peur qu'elle ne crée un fossé entre nous. Mais le fossé était déjà là. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu. À cet instant, quelque chose a basculé. Ce n'était pas une décision rationnelle, c'était une certitude viscérale. C'était fini. Pas seulement le réveillon. Tout. Le rôle de la gentille Élodie, la fille dévouée, la cuisinière infatigable. Ce personnage était mort cette nuit, dans cette cuisine. Une immense tristesse m'a envahi. La tristesse de deuil. Je pleurais la famille que j'aurais voulu avoir, l'amour inconditionnel que je n'avais jamais reçu. J'ai pleuré pendant des heures, sans un bruit. Et puis, au petit matin, quand les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer par la fenêtre, les larmes se sont arrêtées. La tristesse a laissé place à une étrange sensation de calme. De clarté. Je savais ce que je devais faire. Ce n'était plus un choix. C'était une nécessité. Une question de survie. Je n'allais pas faire une scène. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'un drame. J'allais simplement disparaître de leur scénario. Mon plan n'était pas encore clair dans les détails, mais l'intention était gravée dans le marbre. Je n'allais pas attendre l'année prochaine. J'allais agir maintenant. Le prochain réveillon, celui de mes 35 ans, serait différent. Mais je ne savais pas encore à quel point ma vie allait changer, ni la force que j'allais trouver en moi pour orchestrer ma propre libération. Le lendemain de Noël a été un brouillard. J'ai aidé à nettoyer, j'ai emballé les restes, j'ai souri poliment. Je jouais mon rôle une dernière fois, mais mon esprit était ailleurs. J'étais devenue une observatrice dans ma propre vie, regardant cette famille interagir, inconsciente de la révolution qui se préparait en moi. Personne n'a remarqué mon silence. Personne n'a demandé si ça allait. Pour eux, la crise était passée. Élodie avait eu son petit coup de stress, mais tout était rentré dans l'ordre. Quand je suis enfin rentrée chez moi, dans mon appartement à Lyon,
j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, le cœur battant. J'ai respiré profondément. L'air de mon propre espace, de ma propre vie. C'était la première bouffée d'air d'une femme qui sortait d'une longue apnée. Les mois qui ont suivi ont été une période de préparation silencieuse. Extérieurement, rien n'avait changé. Je continuais à appeler mes parents chaque semaine. Je répondais poliment à leurs questions, je leur parlais de la pluie et du beau temps. Mais intérieurement, j'étais en train de construire ma forteresse. J'ai travaillé plus dur que jamais. Mon entreprise a connu une croissance exponentielle cette année-là. J'ai signé de nouveaux contrats, j'ai embauché plus de personnel. Chaque succès était une brique de plus à mon mur d'indépendance. L'argent que je gagnais n'était plus seulement un revenu. C'était un outil. Un moyen de m'assurer que je n'aurais plus jamais besoin de qui que ce soit. Et puis, j'ai fait quelque chose que j'avais repoussé pendant des années. J'avais toujours aimé les voitures. Une passion secrète, jugée trop masculine par mon père. Mon rêve avait toujours été une Porsche. Pas pour frimer, mais pour ce qu'elle représentait, l'ingénierie de précision, la liberté, la puissance maîtrisée. C'était tout ce que je m'étais efforcé de devenir dans ma vie professionnelle. En octobre, après avoir clôturé un partenariat majeur, je suis entré dans un concessionnaire Porsche. Je n'ai pas hésité. J'ai acheté une Taycan 4S, entièrement électrique. Silencieuse, puissante, élégante. D'un bleu nuit si profond qu'il semblait presque noir. C'était l'achat le plus impulsif et le plus réfléchi de ma vie. Je ne l'ai montré à personne. Je la gardais dans le garage sécurisé de mon immeuble, sous une bâche. C'était mon secret. Mon vaisseau pour ma nouvelle vie. Le plan s'est formé de lui-même. Je n'allais pas fuir. J'allais m'offrir l'antithèse de mes 18 derniers Noëls. Je voulais le luxe, le calme, la solitude choisie. J'ai réservé la plus belle suite d'un hôtel 5 étoiles à Courchevel, le Palace des Neiges. Une suite avec une cheminée, un balcon donnant sur les montagnes, et un service de chambre 24h24. Le coût était exorbitant, mais il était le prix de ma liberté. Je n'ai rien dit à personne. Début décembre, l'appel inévitable est arrivé. C'était mon père. Sa voix était exactement la même que l'année précédente. Élodie, c'est pour la liste. Je l'ai écouté parler des nouveaux invités, des régimes alimentaires, des attentes. J'ai répondu, oui, d'accord, pas de problème. Chaque mot était un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Je les laissais construire leur château de cartes, sachant que j'allais le souffler d'un simple geste. La semaine avant Noël, j'ai fait mes valises. Pas des vêtements de fête, mais des pulls en cachemire, des livres que je n'avais pas eu le temps de lire, mon ordinateur portable, juste au cas où l'inspiration me viendrait. La veille de mon départ prévu, j'ai fait une dernière chose. J'ai écrit une lettre. Une seule. À mes parents. Je ne l'ai pas postée. Je l'ai mise dans le coffre de ma Porsche. Je me sentais étrangement calme. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une résolution froide et déterminée. J'avais passé un an à construire mon évasion, non pas comme une fugitive, mais comme une architecte. Et maintenant, il était temps de poser la dernière pierre. Mais alors que je me préparais à tourner la page, un dernier appel, une dernière confrontation, allait mettre ma résolution à l'épreuve. Le 23 décembre au soir. Le téléphone sonne. C'est le numéro de la maison de mes parents. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, mais ma main était stable quand j'ai décroché. C'était mon père. Sa voix était tendue. Élodie ? Ça ne répondait pas. Je commençais à m'inquiéter. Tu es bien en route ? En route. Comme si c'était une évidence. Comme si ma seule destinée était de converger vers cette cuisine, année après année. Non, papa. Je ne suis pas en route. Je suis chez moi, à Lyon. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence chargé d'incompréhension. Comment ça, tu es chez toi ? Tu es censé être là. Demain, il faut commencer à 5 heures. La liste est de 50 noms, je te le rappelle. Sa voix montait d'un cran, l'impatience perçait à travers le vernis de l'autorité paternelle. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment.
Le moment que j'avais répété 100 fois dans ma tête. Papa, écoute-moi. Cette année, je ne viendrai pas. Je ne cuisinerai pas pour le réveillon. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus de l'incompréhension. C'était un choc. Un vide. Puis, l'explosion. Tu plaisantes? C'est une blague? Dis-moi que c'est une mauvaise blague, Élodie. Je pouvais presque le voir, rouge de colère, faisant les 100 pas dans le salon. 50 personnes comptent sur toi. Ta mère, tes oncles, tes tantes, tes cousins. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien. Je me fais quelque chose, à moi. Je prends un jour de congé. Après 18 ans. Un jour de congé? Un jour de congé? Mais c'est le réveillon. C'est la famille. Qu'est-ce qui est plus important que la famille? Et les mots sont sortis, sans que je les contrôle. Calme, mais tranchant comme du verre. Mon respect, papa. Mon respect pour moi-même. Il a été décontenancé. Il ne s'attendait pas à ça. Il a changé de tactique. La colère a laissé place à la manipulation affective. Ta mère va être anéantie. Tu sais à quel point elle est fière de toi, de ce que tu fais pour nous tous. Tu vas lui briser le cœur. C'est ça que tu veux? Briser le cœur de ta mère pour un caprice? C'était son coup de maître. La culpabilité. Son arme la plus puissante. Pendant des années, elle avait fonctionné. Mais plus maintenant. Si le cœur de maman dépend d'un chapon farci, alors nous avons un problème bien plus grave, tu ne crois pas? La conversation a duré encore 10 minutes. 10 minutes de menaces, de supplications, de chantage affectif. Il a tout essayé. Il m'a traité d'égoïste, d'ingrate, d'enfant gâté. Il m'a dit que je détruisais la famille, que je ruinais la seule chose qui nous unissait. J'ai écouté, sans l'interrompre. J'ai laissé le flot de venin se déverser. Et quand il a enfin manqué de souffle, j'ai dit, d'une voix qui ne tremblait même pas, « Je suis désolé que tu le prennes comme ça. J'espère qu'un jour, tu comprendras. Je vous aime, mais c'est terminé. Passez un bon réveillon. » Et j'ai raccroché. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. La tension que j'avais accumulée s'est libérée d'un coup. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. Mes doigts ont tapé un message, court et définitif. Je vous ai cuisiné le réveillon pendant 18 ans. Cette année, je me le cuisine à moi-même. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis, sans hésiter, j'ai bloqué tous les numéros. Un par un. Père. Mère. Luc. Amandine. Les oncles, les tantes. La liste était longue. C'était un massacre numérique, une amputation nécessaire. Une fois la tâche accomplie, j'ai éteint mon téléphone. Le silence dans mon appartement était assourdissant. Je suis allée à la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient en bas. Je me sentais vide, et en même temps, incroyablement pleine. Pleine d'une force nouvelle. J'étais seule. Mais pour la première fois, je n'étais pas solitaire. J'étais libre. Il était 4 heures du matin. L'heure où j'aurais dû être en train de préchauffer le four. Au lieu de ça, j'ai pris mes clés. J'ai descendu les escaliers jusqu'au garage. J'ai retiré la bâche de ma Porsche. La carrosserie bleu nuit brillait sous la faible lumière du néon. Il faisait froid, et une fine couche de buée recouvrait la vitre du conducteur. Avec mon doigt, j'ai dessiné un cœur. Un adieu à mon ancienne vie. Un bonjour à la nouvelle. Puis je suis montée à bord. Le silence du moteur électrique était presque irréel. J'ai quitté la ville endormie. Sur l'autoroute déserte, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et j'ai roulé vers les montagnes, vers ma nouvelle vie. Mais quelle serait la réaction de ma famille en découvrant la cuisine vide et mon message? La guerre était-elle déclarée? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays?
La route vers Courchevel était magique. La nuit laissait place à une aube bleutée, révélant des paysages de montagnes saupoudrés de neige fraîche. La Porsche glissait sur l'asphalte en silence, comme un fantôme. Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon était un pas de plus vers ma libération. Je n'écoutais pas de musique. J'écoutais le silence. Le silence de l'absence d'attente, de reproches, de responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Je suis arrivée à l'hôtel en milieu de matinée. C'était un monde à part. Un univers de luxe feutré, de bois blond et de sourires professionnels. Personne ici ne savait qui j'étais, d'où je venais, ou ce que je fuyais. J'étais simplement une cliente. Ce statut, si simple, me semblait extraordinairement précieux. La suite était encore plus belle que sur les photos. Une immense baie vitrée donnait sur les pistes de ski immaculées. Une cheminée à gaz s'est allumée d'une simple pression sur un bouton. J'ai défait ma valise, non pas à la hâte, mais lentement, savourant chaque geste. J'ai rangé mes pulls en cachemire dans la commode en bois massif. J'ai posé le roman que je voulais lire depuis des mois sur la table de chevet. J'ai pris une douche longue et chaude, laissant l'eau emporter les dernières bribes de tension. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé dans la maison de mes parents. La scène, telle que mon cousin Mathieu me l'a décrite des semaines après, était un mélange de comédie et de tragédie. Les premiers invités sont arrivés vers midi, comme d'habitude, s'attendant à être accueillis par les odeurs de cuisson et à me voir courir partout, un tablier autour de la taille. Mais ils ont trouvé une cuisine froide, sombre et silencieuse. Mon père et ma mère ont essayé de faire bonne figure au début. Élodie a eu un petit contretemps, elle va arriver. Mais les heures passaient. Mon message sur le groupe familial a commencé à être découvert. D'abord par une cousine, qui a poussé un cri. Puis le téléphone arabe a fait son œuvre. La nouvelle s'est répandue dans la maison comme une traînée de poudre. L'incrédulité a laissé place à la panique, puis à la colère. Les gens se sont tournés vers mes parents, demandant des explications. Mon père, pris au piège, a commencé à crier que j'étais une égoïste, une traîtresse. Ma mère a fondu en larmes. Amandine, apparemment, a tenté de prendre les choses en main. Elle a déclaré d'une voix forte, « Ce n'est pas grave. On va lui montrer qu'on n'a pas besoin d'elle. On va se débrouiller. » Elle a ouvert le frigo avec un air conquérant, pour le trouver désespérément vide. La panique est devenue générale. Les estomacs gargouillaient. Les enfants commençaient à pleurer. Certains ont essayé de commander des pizzas, mais évidemment, tout était complet le soir du 24 décembre. D'autres ont fouillé les placards, trouvant des paquets de pâtes, des boîtes de conserve et des biscuits apéritifs. Le grand repas du réveillon de la famille s'est transformé en un buffet improvisé et chaotique, digne d'une soirée étudiante. Les tensions ont explosé. Mon oncle Robert a reproché à mon père de m'avoir trop mise sous pression. Ma tante Chantal a accusé Amandine d'être une source de problèmes. Le tout s'est terminé en une dispute générale. Pendant ce temps, à 200 km de là, j'étais assise dans mon peignoir blanc moelleux, devant la cheminée. J'avais commandé au service d'étage le repas le plus simple et le plus luxueux que je pouvais imaginer, une douzaine d'huîtres, un verre de Sancerre bien frais, et un simple morceau de pain de seigle avec du beurre salé. Je mangeais lentement, en regardant la neige tomber à travers la baie vitrée. Je n'ai pas pensé à eux une seule seconde. Je n'ai ressenti ni culpabilité, ni joie mauvaise. Juste une paix profonde. Une sérénité que je n'avais pas connue depuis mon enfance. Plus tard dans la soirée, je suis allée au spa de l'hôtel. Je me suis prélassée dans le jacuzzi extérieur. L'air glacial pinçait mon visage, mais mon corps était immergé dans une chaleur bienfaisante. Au-dessus de moi, le ciel était d'une pureté incroyable, rempli d'étoiles. J'ai levé mon verre à ces étoiles, à moi-même, à cette nouvelle vie. J'avais passé 18 ans à nourrir les autres. Ce soir-là, pour la première fois, je nourrissais mon âme. Mais je savais que cette bulle de perfection ne pouvait pas durer. Tôt ou tard, il faudrait que je rallume mon téléphone. Tôt ou tard, il faudrait que je fasse face aux conséquences de mon acte. Et je me demandais, que restera-t-il de ma famille après un tel séisme ? J'ai attendu jusqu'au 26 décembre pour rallumer mon téléphone. Je m'étais préparé mentalement à un déluge. Je n'ai pas été déçu.
Des dizaines de messages, d'appels manqués. La plupart étaient des torrents de colère et de reproches. Mon père, j'espère que tu es fier de toi. Tu as tout détruit. Amandine, tu es une personne horrible et égoïste. Tu as ruiné Noël pour les enfants. D'autres étaient pleins de reproches larmoyants. Comment as-tu pu nous faire ça, Élodie? On t'aime tellement. J'ai lu chaque message, non pas avec douleur, mais avec une distance clinique. C'était comme observer des spécimens sous un microscope. Je voyais la colère, la manipulation, l'incompréhension. Mais cela ne m'atteignait plus. Le bouclier que j'avais forgé était solide. Cependant, au milieu de ce chaos, quelques messages se sont démarqués. Mon cousin Mathieu, un garçon discret que j'avais toujours apprécié. Élodie, je ne vais pas te mentir, c'était le chaos. Mais en voyant ça, j'ai réalisé pour la première fois le travail monstrueux que tu abattais chaque année. Je suis désolée qu'on ait été si aveugle. Prends soin de toi. Et ma vieille tante Claire, ma chérie, ton père est furieux, mais ne l'écoute pas. Tu avais le droit de dire stop. On aurait dû t'aider bien avant. Ces quelques lignes étaient des bouées de sauvetage dans un océan de toxicité. Elles me confirmaient que tout n'était pas perdu. La demande de confrontation est venue de mes parents une semaine plus tard. Un message sec de ma mère, il faut qu'on parle. Viens à la maison dimanche. Pendant un instant, j'ai hésité. L'ancienne Élodie aurait cédé, prête à recevoir une nouvelle volée de reproches. Mais la nouvelle Élodie a répondu, non. Pas chez vous. Retrouvons-nous sur un terrain neutre. Au restaurant. Dimanche à midi. J'ai choisi le restaurant le plus chic de Lyon, un endroit où ils ne pourraient pas faire de scène. Ils sont arrivés tendus, le visage fermé. Le début du repas a été glacial. Ils ont commencé par m'accuser, comme je m'y attendais. Ils ont parlé de tradition, de devoir familial, de l'humiliation qu'ils avaient subie. J'ai écouté sans rien dire, en sirotant mon verre d'eau. Quand ils ont eu fini, un long silence s'est installé. Mon père m'a regardé et a dit, avec une sincère incompréhension, « Mais pourquoi, Élodie? Pourquoi nous faire ça? Ta vie n'est pas si difficile. Tu as ton petit travail sur Internet. Qu'est-ce qui a pu te pousser à faire une chose pareille? » Mon petit travail sur Internet. C'était le moment. J'ai posé mes couverts. J'ai ouvert mon sac à main, un sac de luxe discret qu'il n'avait jamais remarqué. J'en ai sorti une copie d'un magazine. Un magazine économique bien connu. Je l'ai ouvert à une page que j'avais marquée. Je l'ai fait glisser sur la table vers eux. C'était un article de 2 pages. Le titre était « Les 30 entrepreneurs de la tech de moins de 40 ans qui changent la France ». Et en plein milieu de la page, il y avait une grande photo de moi. Une photo professionnelle, où je semblais confiante, puissante. En dessous, mon nom, Élodie Martin, fondatrice et PDG de Terroir Direct. L'article détaillait le succès de mon entreprise, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les levées de fonds. Mes parents ont regardé la photo, puis le texte, puis de nouveau la photo. Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle est devenue blême. Elle a mis sa main devant sa bouche. Mon père a pris le magazine. Ses mains, habituellement si stables, tremblaient légèrement. Il a lu les premières lignes, puis a levé les yeux vers moi. Son regard n'était plus en colère. Il était vide. Complètement perdu. Il n'y avait plus de reproches, plus d'autorité. Juste un abîme de confusion. J'ai parlé, doucement. Voilà pourquoi, papa. Voilà mon petit travail sur Internet. Voilà la vie que je me suis construite, seule, pendant que vous ne voyez en moi qu'une paire de bras pour cuisiner la dinde. Vous m'avez demandé d'être professionnel. Je le suis. Mais pas dans la cuisine que vous m'aviez assignée. Dans la mienne. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence de plomb. Ils n'avaient plus rien à dire. Leurs reproches, leurs attentes, tout leur système de valeurs venait de s'effondrer. Ils ne me regardaient plus comme leur fille, mais comme une étrangère. Une étrangère puissante et inconnue. En partant, sur le parking, j'ai déverrouillé ma Porsche. Leurs yeux se sont écarquillés en voyant la voiture. C'était le coup de grâce.
Je suis montée, j'ai fermé la portière et je les ai laissés là, debout sur le trottoir, au milieu des ruines de leur certitude. La vérité était révélée. Mais serait-elle suffisante pour reconstruire quoi que ce soit? La révélation de ma vraie vie a agi comme une bombe atomique au sein de la famille. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de paix, mais celui, lourd et tendu, qui suit une grande explosion. Mes parents ne m'ont pas contacté pendant des semaines. Je sais, par mon cousin Mathieu, qu'ils étaient en état de choc. Ils devaient faire face à une double humiliation, celle d'avoir été tenus dans l'ignorance, et celle, bien plus profonde, d'avoir complètement sous-estimé et méprisé leur propre fille pendant près de 2 décennies. Le processus de guérison, si on peut l'appeler ainsi, a été lent, douloureux et incomplet. Il n'y a pas eu de grande réconciliation hollywoodienne. La vie est plus compliquée que ça. Ma mère a été la première à faire un pas. Elle m'a appelée un soir, la voix hésitante. Elle ne s'est pas vraiment excusée, pas avec des mots clairs. Mais elle a posé des questions. Des questions sur mon travail, sur ma vie. Pour la première fois, elle a montré de la curiosité. C'était un début. Un minuscule début. Avec mon père, ce fut beaucoup plus difficile. Son orgueil avait été touché en plein cœur. Il lui a fallu des mois pour m'adresser à nouveau la parole sans amertume. Notre conversation la plus honnête a eu lieu bien plus tard. Il m'a avoué, les larmes aux yeux, qu'il ne comprenait pas. Il pensait bien faire. Dans son monde, un homme pourvoit aux besoins financiers et une femme s'occupe du foyer et maintient les liens familiaux. En me voyant réussir dans la cuisine, il pensait sincèrement que j'avais trouvé ma place, que j'étais heureuse. Il a dû affronter le fait que sa vision du monde était dépassée et qu'elle m'avait fait du mal. Il ne s'est jamais pleinement excusé, mais j'ai vu dans son regard qu'il avait compris. C'était tout ce que je pouvais espérer. Quant au reste de la famille, le tri s'est fait naturellement. Mon cousin Mathieu et ma tante Claire sont devenus plus proches de moi que jamais. Ils m'appelaient pour prendre de mes nouvelles, pour me parler de ma vie, la vraie. Ils étaient fiers de moi, sans aucune ambiguïté. D'autres, en apprenant ma situation financière, ont tenté de se rapprocher avec un intérêt soudain et suspect. Je les ai tenus à distance poliment. Et puis, il y avait Luc et Amandine. Après avoir appris la vérité, Amandine a été rongée par une jalousie encore plus virulente. Elle a tenté de répandre des rumeurs, disant que j'avais dû réussir par des moyens peu honorables. Mais personne ne l'a écoutée. Elle avait perdu toute crédibilité. Luc, lui, était pris entre 2 feux. Il a finalement choisi le camp de sa femme. Notre relation, déjà distante, s'est complètement brisée. C'est une tristesse, mais une tristesse que j'ai dû accepter. On ne peut pas forcer les gens à changer. Aujourd'hui, 3 ans ont passé. Nos Noëls ont changé. Ils sont plus petits, plus simples. Nous nous réunissons chez les uns ou les autres, en plus petit comité. C'est un potluck, où chacun apporte un plat. La nourriture n'est plus le centre de l'événement. C'est le plaisir d'être ensemble. Je cuisine toujours, mais je fais un seul plat, celui qui me fait plaisir. Et je m'assois pour le manger avec les autres. Ma relation avec mes parents est différente. Plus honnête, mais aussi plus distante. Il y a une part de notre histoire qu'on ne pourra jamais effacer. Mais il y a aussi un nouveau respect. Ils me voient enfin pour qui je suis, une femme indépendante et accomplie. Plus une enfant, plus une servante. En regardant en arrière, je ne ressens aucun regret. Cette rupture était nécessaire. J'ai dû quitter ma famille pour leur permettre de me voir. J'ai dû détruire la tradition pour sauver les relations qui pouvaient l'être. J'ai appris que la vraie famille, ce ne sont pas forcément les gens qui partagent votre sang, mais ceux qui vous voient, vous respectent et vous aiment pour la personne que vous êtes, pas pour le rôle que vous jouez. Choisir de se respecter n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie. Et parfois, c'est le plus grand cadeau que l'on puisse se faire, et faire aux autres. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle pourra résonner en certains d'entre vous, ou peut-être donner du courage à ceux qui se sentent piégés dans un rôle qui n'est pas le leur. Avez-vous déjà dû faire un choix radical pour préserver votre bien-être? Avez-vous déjà dû redéfinir vos relations familiales? J'aimerais vraiment lire vos expériences dans les commentaires. C'est en partageant nos histoires qu'on se sent moins seul.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.